Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et bien écoutez, vous ne l'avez pas entendu, mais il est là. Il est l'heure de retrouver Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Ok, merci Éric Galliègue. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcamp avec nous toutes les semaines pour nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers, des marchés qui marchent sur la tête, et c'est peu de le dire. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, Éric, quel est le bilan de la semaine écoulée? Eh bien, une belle hausse pour les actions européennes, puisqu'effectivement, ce sont celles qui vont le plus profiter de cette baisse importante donc des prix du pétrole. Après donc cette bosse qui manifestement aura duré 3 mois sur le prix du pétrole. Les États-Unis qui continuent à progresser un peu plus modérément, moins bénéficier effectivement de la réouverture du détroit d'Ormuz. Et par ailleurs, l'euro qui a baissé de 1,4%, ou le dollar qui a monté de 1,4% contre la monnaie européenne en raison de tout ça. Exactement, et sans dévoiler effectivement le contenu de vos analyses, on va comprendre très clairement pourquoi notamment le dollar a monté par rapport à l'euro cette semaine, une semaine qui, je le rappelle, c'est très important, va de jeudi au jeudi, parce que ce matin on a appris que les négociations qui étaient ouvertes entre Washington et Téhéran, qui devaient se faire en Suisse, ont tout simplement été annulées. Et la raison est très simple, c'est qu'en fait les Iraniens n'ont jamais dit qu'ils iraient à ces négociations. Du coup, par la force des choses, la délégation américaine qui était déjà sur place, son chef n'est pas parti, J.D. Vance est resté aux États-Unis. Voilà. Donc on va comprendre pourquoi, parce que la première actu que vous mettez en avant, c'est inévitablement la petite feuille A4 qui a été signée à Versailles par Trump jeudi, par Pezeshkian, le président iranien à distance électroniquement, mais qui était censé offrir aux belligérants la possibilité d'éventuellement d'ouvrir des négociations sur un éventuel cessez-le-feu. Oui, bon, on se rend compte que Donald Trump est au pied du mur, il est bloqué, il sait pas quoi faire. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est plutôt positif d'avoir un accord, parce que ça veut dire qu'on va peut-être arrêter de bombarder, ce qui est le cas. On va peut-être ouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui pourrait être le cas. Mais en tout cas, voilà, je ne commenterai pas l'accord en question, puisqu'il n'y a pas d'accord. C'est rien du tout. C'est donc Trump qui à nouveau est dans un délire qu'on lui connaît bien et qui manifestement importe encore beaucoup sur les marchés et a permis au pétrole en tout cas de beaucoup baisser, ce qui est naturellement la meilleure nouvelle et explique la couleur donc du chiffre que l'on a mis sur cette actu de la semaine, +1, donc une actualité plutôt positive. Exactement. Il y a une autre actualité positive, et c'est un peu une surprise, parce que la plupart de la planète finance expliquait que c'était une introduction en bourse qui était pas vouée à l'échec, mais en tout cas qui allait être vendue massivement dès son ouverture. En fait, en réalité, SpaceX a connu une véritable euphorie en fait autour de son IPO. Alors oui, c'est une introduction en bourse qui a été un grand succès, il faut le dire et l'admettre évidemment, bien sûr, largement au-delà de la valeur calculable de cette entreprise, qui était estimée à 780 milliards de dollars par Morningstar, pour une valeur de marché 3 fois supérieure aujourd'hui. Donc les actions très sous-évaluées, on en connaît de toute façon en bourse, c'est pas nouveau. Ce qu'il faut quand même effectivement rappeler, c'est que SpaceX n'a pas vendu une entreprise, mais un projet. Et donc, ce n'est pas le même processus d'évaluation. Le terme même d'évaluation est compliqué à mettre en œuvre pour ce type de société. On a affaire à une start-up, en fait, même s'il y a des éléments de valorisation connus, qui permettent de trouver 780 milliards, d'ailleurs, c'est quand même pas rien, mais pas 2000. Pas 1700. Donc, on est aujourd'hui à plus de 2000, puisque comme on code $185, en tout cas hier soir, et pour une intro à 135 qui avait implicitement une valeur de 1800 milliards, c'est 37%. Mathématiquement, on est au-dessus. On est à plus de 2000. Donc on est à 3 fois la valeur, entre guillemets, calculée par des analystes qui essaient de faire leur boulot. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on est effectivement dans une start-up. Une start-up, ça vend un projet. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'évaluer Microsoft ou Danone. C'est quelque chose de très très différent. Donc néanmoins, c'est quand même un beau succès qui montre bien que le peuple américain est toujours aussi enthousiaste. Ce sont des grands ados, comme on l'a toujours dit, les Américains, donc ils aiment le rêve et ils sont prêts à acheter donc, effectivement à des actions SpaceX et à les valoriser à des niveaux de rêve. À des niveaux de rêve, peut-être que c'est... Ce n'est qu'un rêve, c'est un rêve et
un jour, ça changera, c'est ma conviction. C'est votre conviction. Parce que SpaceX va devoir investir pendant des années et des années. Exactement. Et quand on investit, en général, il y a du retour de... C'est ça. C'est pour ça qu'il y a deux choses. On dit que de toute façon, Elon Musk va devoir remettre de nouveau des millions d'actions en circulation sur les marchés pour financer tout le cash qui brûle. Finalement, l'impression qu'on a, Eric, vous êtes spécialiste des valorisations d'entreprises, on a un peu l'impression que c'est au-delà du discounted cash flow, des comparables, des multiples. En réalité, c'est la personnalité du patron d'Elon Musk qui est valorisée. Ça fait partie des cas où effectivement on peut considérer que les prix peuvent être très différents de la valeur, notamment à raison d'une personnalité très particulière. C'est vrai que Tesla a marqué le secteur auto depuis quelques années et a défié l'entendement en termes d'évaluation. Tesla vaut toujours 1700 milliards de dollars. Cette société a changé. Elle est beaucoup plus une société de robotique aujourd'hui qu'une société automobile. Ouais, d'ailleurs, elle est au Nasdaq. Elle est au Nasdaq, mais effectivement, voilà, c'est le rêve. Le rêve n'a pas de prix. Voilà. Donc le prix va où il veut. C'est le cas de pas mal de startups. Au Nasdaq, il y a plein de sociétés qui se valorisent, entre guillemets, en fonction d'un projet. On a connu ça à plusieurs reprises. Même l'hydrogène récemment, je veux dire, en France, c'est quelque chose qui peut donner lieu à des valorisations de marché très importantes, pas forcément stupides, elles reflètent un rêve. C'est ça, ok. Un rêve, ça n'a pas de prix. Et le rêve n'a pas de prix, comme il y a un moment où il faut... Enfin bon, c'est un débat... Ok, un débat effectivement. Qui peut prendre du temps, mais qui n'est pas le lieu de... Qui n'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais c'est vrai que c'était une actualité importante de la semaine. Eh bien écoutez, effectivement, c'était une actualité fondamentale, même probablement dans l'histoire des marchés financiers. Autre actu extrêmement importante, c'est le ton restrictif, et quelle surprise, de la part de la Réserve fédérale américaine, son nouveau président Kevin Warsh. Le plus syllabin possible, il n'y a pas eu moins prolixe que lui depuis des années, nous a expliqué du bout des lèvres qu'en gros sa mission c'est l'inflation, l'emploi il le met de côté et que il n'y aurait pas de hausse de taux prévue pour le moment. Pas de baisse de taux, ça c'est certain, et une hausse de taux peut-être plus tard. Oui, donc effectivement, le Kevin Warsh est un président de la Fed normal, c'est pas quelqu'un qui est envoyé par Trump. Donc il va faire le job comme son prédécesseur, comme tout le monde, avec effectivement un regard sensible sur l'inflation. C'est quand même un sujet, quoi qu'on dise. 4,2% quand même aux États-Unis. 4,2, même si on l'a dit transitoire, même si on sait très bien que le prix du pétrole joue un rôle très très important, et que dans un premier temps, l'inflation monte, mais le pouvoir d'achat diminue, et que dans un deuxième temps, c'est l'effet récessif qui l'emporte sur l'effet inflationniste. Et pour l'instant, il n'y a pas d'effet de second tour, comme on dit, qui soit massivement connu. Mais ça commence toujours par un effet transitoire avant de progressivement se construire. Néanmoins, Kevin Warsh a réussi, je dirais, sa première sortie en donnant l'image d'un président de la Fed indépendant, normal et indépendant. Et indépendant surtout du pouvoir politique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on expliquait un peu en introduction, c'est beaucoup la raison pour laquelle le dollar s'est raffermi par rapport à l'euro. Absolument. C'est pour cette raison que le dollar a progressé. Et donc, on a qualifié négativement cette actu parce qu'il y a quand même, en termes de taux d'intérêt, des perspectives qui demeurent quand même pas très sympathiques. Exactement. Une première hausse de taux. Une hausse de taux est modélisée par les outils FedWatch, notamment CME FedWatch. Une baisse de taux, a priori, prévue pour la réunion de septembre de la Fed. À voir comment ça se confirme. Dernière actu que vous mettez en avant, Eric, c'est la Banque de France qui a revu à la baisse sa prévision de croissance. 0,5 0,5, c'est pas beaucoup. C'est 0,4 points de moins que la prévision antérieure, qui était à 0,9. L'OCDE et le FMI sont à 0,7. Il n'y a que le gouvernement pour être à 0,9. On se demande pourquoi. C'est vrai que la situation est quand même compliquée. On a eu 3 mois de pétrole vraiment cher. Alors, il a rebaissé. C'est ce qu'on croit tous. Le temps que ça se voit à la pompe, le prix... On espère tous que ça va se redresser... rapidement en termes économiques, que la consommation va se redresser, mais bon, voilà, c'est vrai que 0,5 pour la Banque de France, c'est quelque chose qui nous semble effectivement normal par rapport à ce qui se passe, tant d'un point de vue conjoncturel que d'un point de vue structurel en France. Pas revenir là-dessus non plus, mais c'est vrai que c'est bien sûr une actualité négative. Ça nous met pas loin de la récession. Le premier trimestre était négatif, le second trimestre, comme je l'avais dit l'autre fois, va être nul ou lui aussi négatif.
Donc, espérons que le second semestre sera dithyrambique, sera magnifique. Exceptionnel. Sera exceptionnel pour pouvoir atteindre 0,9 attendu par le gouvernement et évidemment le déficit associé qui donc sera évidemment supérieur et anticipé, me semble-t-il, par le gouvernement. Bah écoutez, que quelqu'un vous entende. La semaine est négative. La semaine est neutre, puisqu'on a 2 points positifs qui se compensent, les points négatifs. Donc 2 points positifs, effectivement le Brent qui a beaucoup baissé et l'accord entre guillemets entre les États-Unis et l'Iran. Le succès de l'IPO de SpaceX qui montre l'extraordinaire je dirais, bienveillance des marchés ou euphorie des marchés par rapport à ce que propose une entreprise qui veut donc satelliser les data centers et envoyer l'homme sur Mars. Hein. Bon, pas. Et puis ensuite, 2 points négatifs, donc Kevin Warsh, donc un discours contre l'inflation et donc des perspectives de taux très différentes de ce qu'on anticipait il y a 2-3 mois quand même. Et puis la croissance qui diminue encore une fois en France et en Europe pour une année 26 qui va être très différente de ce qu'on a anticipé il y a juste 6 mois, fin d'année dernière. On est déjà très très loin de la reprise puisque on va continuer à stagner. Ok, continuer à stagner, mais en tout cas cette semaine, donc il est neutre. Pardon, je ne sais pas calculer 1 + 1 moins 1 moins 1. Ça viendra. Merci beaucoup. À vos côtés, je suis sûr que j'apprends, que j'y arriverai. Mais par contre, ce zéro, cette note neutre, met fin quand même à une longue période de baisse. Oui. Résultat, est-ce que ça vous fait revoir votre stratégie d'allocation? Alors, je rappelle que notre stratégie est fondée sur des indicateurs comportementaux, c'est-à-dire qu'on va observer non pas le risque absolu dans cette étape-là en tout cas, mais le risque perçu par le marché. Le risque perçu par le marché est bas. Le marché reste extrêmement complaisant. Le VIX a rebaissé, les spreads de taux ont rebaissé. Donc la perception du risque par le marché est favorable, donc favorable à la prise de risque, donc favorable aux actions. Le spread momentum, c'est-à-dire la répartition au sein du marché, au sein des titres qui composent les indices du phénomène haussier, est plus favorable. C'est-à-dire qu'on a vraiment un spread, un écart entre les actions baissières et haussières qui demeure favorable et c'est légèrement amélioré. Donc nous sommes toujours 100% actions dans une logique à nouveau comportementale et suiveuse par rapport à ce qui se passe. Ok. Action, marché Europe et marché américain. Europe comme États-Unis. Comme États-Unis. Ok, super. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan et avec nous tous les vendredis pour nous éclairer sur le comportement parfois un peu, comment on pourrait le dire, erratique et comportement... comment on pourrait dire, surprenant des marchés financiers. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. De notre côté, courte page de publicité, on se retrouve juste après avec la rubrique de David Furcage qui va nous expliquer également comment fonctionnent les marchés financiers. À tout de suite sur TFI.